Hola. Konnichiwa. Xin chào. Sawadika. Apa kabar? Bonjour à tous et bienvenue dans le courrier des auditeurs qui vous est présenté aujourd'hui par Lisa Dufaux et Sasa. Alors Lisa, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben ça va et toi? Très très bien, il commence à faire chaud. Oui, il a fait 36 degrés aujourd'hui. Oh, c'est vraiment, ouais. On est déjà presque en été. Ouais, tout à fait. Et puis aujourd'hui, on a des grandes nouvelles à vous annoncer. Oui. Puisque nous sommes bientôt à la fin du mois de mars, donc il y aura des nouvelles questions. Nouvelles questions, nouveaux concours. Oui, tout à fait, des nouveaux concours. Et des réponses à vos questions également. Mais avant de vous dévoiler tout ça, peut-être que je vais vous présenter les nouvelles fréquences pour l'été 2025 qui entreront en vigueur à partir du 30 mars. Donc les fréquences de diffusion en ondes courtes pour donc les programmes en français. Ce sera 6005 kHz vers l'Europe. Ça sera diffusé de 19h à 19h30 temps universel. Et vers l'Afrique de l'Ouest, c'est toujours 13 835 kHz de 19h à 20h30 temps universel. Voilà, et on a aussi quelques auditeurs à saluer. Oui. J'en profite. Alors, qui nous a écrit notamment Philippe Marsan de France, également Hervé Duval qui nous a envoyé des rapports d'écoute en papier. On a aussi plusieurs auditeurs en Inde, dont Rambalou Kumar et Nagmushi Noiri en Algérie, mais aussi Elisabeth Olivar qui nous écrit de France également. Voilà, merci beaucoup à tout le monde de vos rapports d'écoute et continuez à nous envoyer plein de questions. Alors, de notre côté, on va aussi rappeler nos questions pour les concours. Alors, tout d'abord, peut-être, mais là, c'est vraiment dernière minute pour les retardataires. Les concours, donc le concours du premier trimestre janvier, février, mars. La question, c'était... Quelles sont les 3 actualités qui se sont déroulées à Taïwan en 2024 et qui vous ont le plus marqué et pourquoi? Et là, il restait vraiment quelques jours à peine. Oui, et encore. Faut vous dépêcher là. Donc là, les cadeaux, c'est 3 magnifiques carnets de notes. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très beaux. Donc voilà, il faut vraiment tenter votre chance. Et en ce qui concerne le concours du mois de mars, la question, c'était citer des câbles sous-marins qui ont été endommagés depuis le début de l'année. Et le cadeau, ce sera une surprise. Et puisqu'on arrive déjà au mois d'avril, on a une nouvelle question trimestrielle pour les mois d'avril, mai et juin. Alors la question est la suivante. Quel est l'événement sportif de grande ampleur qui sera accueilli par Taïwan ce semestre et quel est le lien avec Paris ou la France? Ok. Et une question un petit peu piège. Hein. Oui, c'est vrai que... Pas si facile que ça. C'est pas si facile. Mais si vous lisez nos news, je suis sûre que vous pourrez retrouver cette information. Et il y a aussi des cadeaux à remporter. Il y a 3 autocollants brodés au motif typiquement taïwanais. Je crois qu'il y a par exemple des bubble tea ou des choses comme ça. C'est en effet très très mignon. Et on a le concours du mois d'avril. Le concours trimestriel, tu veux dire? Non, le concours mensuel. Ça, c'était trimestriel. Voilà. Ok. Et ensuite, le concours du mois d'avril. Certaines influenceuses chinoises ont été récemment expulsées de Taïwan. Pourquoi? Ok. Bon, je pense que ça aussi, vous pourrez le trouver. Ça, c'est facile, je pense. Ouais. Mais c'est vrai que ça a fait vraiment l'actualité ces derniers temps. Et on a aussi des cadeaux. Il s'agit de 3 porte-clés plus porte-monnaie RTI. Ok, ce sont des porte-clés qui font aussi porte-monnaie. Donc. Ouais, en même temps. Eh ben. il faut le voir pour le croire, donc il faut essayer de répondre à nos concours. Voilà. Okay. Bon courage. Et on va passer aux questions. Sauf s'il y a d'autres annonces. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, je sais pas, tu veux commencer par une question? Allez, alors on a Philippe Marsan qui nous demande quelles mesures utilise-t-on à Taïwan? En France, c'est le mètre, le litre, le kilogramme, la seconde, le kilomètre par heure, etc. On appelle ça le système métrique et il demande si c'est la même norme à Taïwan. Alors, en partie oui et en partie non. Parce que le système des unités taïwanaises s'est formé dans les années 1900
lorsque Taïwan était une colonie japonaise. Et donc, le système utilisé à Taïwan est surtout basé sur le système japonais. Donc, par exemple, pour les unités de surface, dans les maisons, par exemple, tu sais ce qu'on utilise? Les ping. Voilà, les ping. C'est toujours difficile pour moi de convertir en mètres carrés. J'ai toujours besoin d'utiliser la calculette ou de regarder en ligne parce que j'arrive pas à me souvenir de combien ça fait. Je crois que c'est 3,3 mètres, non? Carré? Oui, c'est ça. 3,306 mètres carrés. Et donc ça, c'est une différence avec la Chine continentale, puisque eux, ils utilisent le ping fang mi, donc les mètres carrés. Par exemple, quand on va visiter des appartements, alors qu'à Taïwan, ils utilisent effectivement plutôt le ping. Donc, quand ils vous donnent la superficie d'un appartement, il faut multiplier par environ 3,3. Voilà, donc c'est la surface d'un tatami. Et apparemment, les tatamis japonais, leur taille a été standardisée il y a plusieurs centaines d'années. Et c'est pour ça que c'est devenu une unité de référence, en fait. Ah bah ça, tu me l'apprenais parce que je me suis toujours demandé d'où venait ce 3,3. Eh bien, moi aussi. D'accord, c'est le tatami. D'accord. Oui, okay. Oui, c'est les tatamis. C'est logique, en fait. Parce qu'en fait, on couvre dans les maisons traditionnelles japonaises, normalement, les maisons sont couvertes de tatamis. Et du coup, on sait que y a tant de tatamis qui rentrent dans cette pièce, par exemple. Et donc, ça peut arriver de devoir couper des tatamis pour que ça puisse rentrer, pour couvrir toute la surface. Et donc, à Taïwan, ce système-là a été importé pendant la colonisation japonaise, sauf que c'est prononcé soit en taïwanais, soit en hakka. Pour les ping, c'est ping et piang. Apparemment, je ne sais pas si je prononce bien, et en japonais, c'est tsubo. Et ensuite, quand les continentaux sont venus à Taïwan après 1945-1949, ils ont adopté aussi ce système. Donc, toutes les unités qui sont liées au ping, elles sont issues du système japonais. Donc, on a par exemple le pu en japonais, qui est devenu le fun. C'est 3,030 mm. On a aussi le tsun. C'est 3,030 cm. Ça correspond au sun japonais. Le ch, c'est environ 30 cm. Donc, c'est shaku en japonais. Et le chang, qui est 3,030 mètres, dérivé du japonais jo. Ok. Bon, en tout cas, c'est vraiment un système calqué sur le japonais. Ouais, mais en fait, on s'y perd beaucoup, nous, en tant que Français à Taïwan. Et ça me permet de me raccrocher à quelque chose quand même. Parce qu'il y a quand même beaucoup de 3,3 dedans. Que ça soit 30, 300 ou voilà quoi. Donc, ça donne un petit repère. Grâce à tes explications, merci beaucoup. Et il y a d'autres unités aussi de mesure. Alors ça, c'est aussi très intéressant. Notamment, il y en a une qui est dérivée du système hollandais. Ah oui. Qui date donc de la période hollandaise de Taïwan. Ça, j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Alors, c'est le jia, comme un champ, mais avec un petit trait au milieu qui descend. Et donc, c'est 0,9699 hectares. Et c'est dérivé du morgen aux Pays-Bas. D'accord. Qui apparemment n'est même plus utilisé. Là-bas, mais c'est utilisé à Taïwan. Et pendant une période à Taïwan, on a aussi eu le li, qui correspondait à une surface qui pouvait être cultivée par un homme avec un bœuf et une charrue en un jour. Mais apparemment, c'est plus trop utilisé. Ben oui, parce que ça dépend, à mon avis, de plein d'autres facteurs, j'imagine, mais c'est pas évident de bien cerner cette... de manière, normative. Mais après, il y a aussi, pour les terrains, en principe, à Taïwan, on utilise plus le mètre carré. Ensuite, pour les volumes, là, c'est le système métrique utilisé, le même qu'en France, avec les litres, les millilitres et tout ça. Ensuite, pour ce qui est des poids, là, c'est un mix du système européen et du système japonais. C'est-à-dire qu'on va utiliser les milligrammes, les grammes, les kilos, mais c'est plutôt par exemple, pour des volumes qui vont être envoyés comme dans des colis, par exemple.
Donc à la poste, on ne va pas compter avec le système japonais, on va compter en grammes et en kilos. Ça facilite quand même si on envoie quelque chose vers l'Europe, par exemple. Voilà. Mais il y a quand même le système japonais. Donc par exemple, il y a le tien, qui correspond au momé japonais, et c'est 3,75 grammes. Wow. Ensuite, il y a le liang, c'est 37,5 grammes. Ça correspond au tael. Et ensuite, on a le din, le fameux din. Oui, qu'on retrouve sur les marchés à Taïwan. Exactement. Et ça correspond à ce qu'on appelle en français et en anglais le kati, qui est une unité de mesure de masse chinoise traditionnelle qui vaut 16 taels, donc environ 600 grammes. C'est une unité de mesure qui est utilisée à travers l'Asie du Sud-Est et même l'Asie de l'Est, notamment pour peser les aliments, comme tu disais, pour les produits d'épicerie, dans certains marchés traditionnels ou des magasins. Et donc, cette unité de mesure, le kati, c'est encore utilisé en Asie du Sud-Est comme unité de mesure dans certaines situations et dans certains endroits, surtout dans les endroits où il y a des importantes populations chinoises d'outre-mer qui vivent donc à Brunei, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour. Et ça correspond traditionnellement à peu près 100 grammes. Mais là aussi, il y a des différences. 600 grammes, tu veux dire 600 grammes, pardon. Il y a des différences parce que le poids officiel du kati à Hong Kong, par exemple, c'est 604,78 982 grammes, très précis. Ensuite, c'est 604,79 grammes en Malaisie. Donc, eux, ils ont arrondi au supérieur. Ensuite, 604,8 grammes à Singapour. Et ensuite, dans certains pays comme à Taïwan, au Japon et en Thaïlande, le poids du kati a été arrondi à 600 grammes. C'est quand même plus simple. Oui, merci. Et en Chine continentale, ça a été arrondi à 500 grammes. Ah, mais c'est pour ça que je confonds. Donc c'est différent. Parce qu'en fait, moi, je croyais toujours que c'était... Le din chinois et le din taïwanais sont différents. Parce que moi, je pensais toujours que le din, c'était 500 grammes, donc un demi-kilo. Et c'est peut-être parce que je suis allée d'abord en Chine continentale. Et du coup, en venant à Taïwan, c'est seulement récemment que j'ai appris que le din, c'était pas 500 grammes, mais 600 grammes à peu près. Et du coup, je me suis dit, mince, mais je me suis trompée depuis le début. Mais en fait, non, c'est différent. Oui. D'accord. C'est très intéressant parce que je vais parler du din, moi aussi, pour une autre question. Déjà, merci à Philippe Marsan, c'est ça, pour sa question. Et donc, on va passer à une question de Jacques Augustin, qui avait suivi Retour à la source sur l'histoire de la production de fraises à Taïwan. Ça tombe bien parce qu'à Taïwan, c'est la saison, puisque sinon, en été, il fait beaucoup, beaucoup trop chaud pour les fraises ici. Et donc, il a dit que cette émission lui avait mis l'eau à la bouche et qu'il souhaitait savoir si les fraises étaient onéreuses à Taïwan. Alors, j'ai fait quelques petites recherches, et toi aussi. Merci beaucoup pour ta contribution. Donc, justement, dans le quartier des fraises au nord de Taipei, dans les collines, les fraises sont à 500 $ taïwanais, la din, en fait, donc 600 grammes. Donc, c'est 100 $ taïwanais, environ 15 €. Ouais, 14 € les 600 grammes. Plus, en fait, le truc, c'est que dans cet endroit... C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Plus, attends, dans cet endroit-là, le but, en fait, c'est de venir en famille pour les cueillir avec les enfants. Donc, il faut aussi payer à peu près 3 € pour avoir le droit d'entrer dans une plantation et de les cueillir. Puis après, bien sûr, il y a les confitures, les saucisses à la fraise et tout, qui sont très tentantes, n'est-ce pas? Enfin, ça dépend des gens. Saucisses à la fraise, je sais pas. Je sais pas si je vais me laisser tenter. Voilà, en tout cas, ça, c'est un endroit particulier où il y a des activités, donc c'est peut-être normal donc que c'est vers Nehru, c'est ça? Voilà, c'est peut-être normal Daru. Que ce soit un peu plus cher. Mais alors attention, parce qu'il y a une station de métro près de là qui s'appelle Daru, mais il ne faut pas confondre avec Daru à Miaoli, dans le comté de Miaoli. Donc c'est là où il y a la principale production de fraises de Taïwan, mais là, c'est des grands, grands champs. Et donc, ils produisent évidemment pour beaucoup moins cher. Et le but, c'est pas d'aller cueillir les fraises sur place, en fait. Il y a certains endroits dans la campagne où on peut aller cueillir sur les bords des routes. J'ai déjà vu des champs de fraises. Je me suis arrêtée, puis j'ai vu le prix. Je me suis dit que j'allais en acheter au marché à Taipei, que ce serait moins cher. Parce qu'en fait, la cueillette, c'est cher. Ouais, encore, tu dis 3 €, c'est pas cher, 3 €. D'habitude, c'est plus. Et donc les fraises que toi, tu as trouvées à PX Mart, donc dans un supermarché, c'était 250 NT, donc environ 7 €, mais la boîte de 250 grammes. Donc en fait,
ça revient à peu près à la même chose, quoi. Enfin, je veux dire, des fraises taïwanaises, hein. Ouais. On précise, pas des fraises importées. Donc, après... Mais c'est un petit peu moins cher au marché quand même. Oui, un petit peu moins cher, mais les fraises, ça reste quand même un fruit assez cher globalement à Taïwan. Et en France, en fait, on trouve des fraises très chères et des fraises moins chères selon de là où ça vient. Mais actuellement, c'est presque le même prix que les bananes. Hein. Oui, les bananes qui sont les bananes qui coûtent 3 chères. fois plus cher que d'habitude. Au marché, j'en trouvais à 29 NT par din, donc par 600 grammes, donc environ 1 euro par 600 grammes. Et actuellement, c'est 3 fois au même marché où je vais. Wow. 3 fois le prix. À cause des typhons. Des typhons qui ont cassé les arbres. Du coup, on en a replanté. Et il faut 1 an pour qu'ils redonnent des fruits. Donc, on attend avril-mai pour qu'il y ait de nouveau des fraises à des prix raisonnables. Des bananes, tu veux dire? Des bananes à des prix raisonnables. En espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux typhons énormes qui les abîment. Parce que c'est vrai que l'année dernière, il y a eu vraiment des gros typhons et beaucoup de typhons. On en a eu peut-être 4. Particulier, ouais, tout à fait. C'était une grosse année. Ouais. Alors, ça, c'était pour la question de Jacques-Augustin. Merci beaucoup à Jacques-Augustin. Et je crois que tu as préparé encore une question. Oui, alors Ratan Kumar Paul nous a demandé quel était le plus grand stade à Taïwan. Le plus grand stade, c'est le stade national, le Guojia Tiyuchang, qui est un stade omnisport situé à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan. Donc pas dans la capitale, en fait. Non, il est surnommé le stade du dragon parce qu'il a des sortes d'écailles. Son architecture, elle est blanc et avec des sortes d'écailles. Il a été inauguré en 2019 pour les Jeux mondiaux qui se sont déroulés cette année-là, et plus particulièrement pour les cérémonies d'ouverture et de fermeture, ainsi que les épreuves de rugby à 7 et d'ultimate. Alors, c'est un stade qui a une capacité maximale de 55 000 spectateurs, qui a été imaginé par l'architecte japonais Toyo Ito, et il a comme particularité d'être intégralement alimenté à l'énergie solaire pour subsister à ses besoins énergétiques. Dans le sud, ça va, il y a pas mal de soleil. Il y a pas mal de soleil. Mais en tout cas, ça a été le premier stade au monde à fournir de l'électricité grâce à la technologie de l'énergie solaire. Et il y a au total 8844 panneaux solaires sur 22 000 mètres carrés de toiture. Donc c'est vraiment énorme. Ce qui fait que lorsque le stade n'est pas utilisé pour des matchs ou des événements sportifs, il est utilisé pour redistribuer de l'énergie à l'extérieur. D'accord. C'est marrant, comme une petite question toute simple, en fait, peut nous faire découvrir plein de choses. Oui. C'est super intéressant. Et c'est un stade qui est assez haut, qui fait 35 mètres de haut. Mais voilà, c'est le plus grand à Taïwan. Et après celui-là, on a le Taipei Dome, qui fait une capacité de 40 500 places environ, qui est situé à Taipei donc. Et c'est là où se déroulent les matchs de la Ligue professionnelle de baseball. Et après ça, on a le stade de Tainan avec 40 000 places. C'est pas mal aussi, pour une ville beaucoup plus petite. Ensuite, on a le stade de Zhongzheng qui est aussi à Kaohsiung. Donc à Kaohsiung, on a déjà 55 000 places plus 30 000 places. Waouh. C'est vraiment... Kaohsiung est une grande ville. Ils sont bien aussi équipés. Ensuite, on a le stade de Banqiao, 30 000 places. Dans le nouveau Taipei. Voilà. Un autre stade à Taichung, un stade à Taoyuan, encore 30 000 places, pareil. Un autre à Yunlin, de 30 000 places. Et ensuite, on passe à 20 000 places avec un autre stade à Kaohsiung pour le baseball. Un autre à Taichung pour le baseball également. C'est là où se déroulent tous les matchs où s'entraînent les CTBC Brothers de la Ligue de baseball de Chinese Taipei. On a aussi un autre stade municipal à Taipei. Donc là, c'est plus un stade pour le football. Donc c'est l'équipe Datong Football Club. On a aussi le stade de Taoyuan. C'est le stade de baseball pour l'équipe des Rakuten Monkeys, un groupe célèbre à Taïwan de baseball. Ensuite, le stade Fengshan, avec le club de football de Taiwan Power Company. D'accord. Voilà, c'est les équipes des grosses entreprises taïwanaises. On a Datong, Taipower. On a aussi la Taipei Arena, avec 15 000 places. Là, c'est une ligue de hockey. D'accord. De hockey sur glace. Ah ouais. Oui, parce qu'ils ont la patinoire. D'accord.
Donc c'est pratique. Ensuite, on a le stade de Dolio avec 15 000 personnes. Ouah, quand même, Dolio, c'est à la campagne, quoi. Oui, ça m'a vraiment surpris, ça. Et un autre stade à Kaohsiung, la Kaohsiung Arena, là pour le baseball, Mais c'est dingue. qui héberge l'équipe des Kaohsiung Aquas. Mhm. Et la Taoyuan Arena, là pareil, c'est le baseball, les Taiwan Beer Leopards. Ça, c'est vraiment un nom que je trouve excellent. Les léopards de la bière de Taïwan. Ouah, Mais tout bon, cas, en fait, c'est parce que c'est Taïwan Beer. mhm. Bah, Donc, Taïwan ne manque pas de stade. Hein. Là, Non, je pense que ça va. Bah, en fait, c'est surtout le baseball. Hein. Mais Ensuite, on a aussi le stade de Non, Shinju. c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Stade de Shinju, 15 000 places. Là aussi, les Weichuan Dragons de Ligue de baseball. Mhm. Le stade de Xinjiang, 12 500 places. Là aussi, c'est pour le baseball, c'est les Fubon Guardians, donc de la Fubon La banque. Bank. Mhm. Ensuite, le stade municipal de baseball de Tainan, 11 000 places. Et là, c'est les Uni President Lions. Encore une entreprise. Ok. Ouais. Et ensuite, 10 500 places à Taichung pour le baseball. À Tianmu, à Taipei, à Taipei pour le baseball. Un autre à Jiayi de 10 000 places pour le baseball également. Et ensuite, on a des endroits plus ruraux. Donc, Pingdong, Mhm. qui a un stade de 10 000 places pour le baseball. Et Yunlin. Et enfin, Jiayi, avec 9 000 places, stade de baseball, où s'entraînent les Rakuten Monkeys au printemps. Ok, waouh. Mais Mais ils sont bien équipés. il y a des stades pour le baseball principalement, mais Oui. c'est vrai que certains stades sont aussi utilisés pour des concerts de Mhm. grande ampleur. Ouais. Voilà, Mhm. par exemple, le Taipei Dome, ou alors ce genre Mhm. de stade. D'ailleurs, j'ai entendu que Nouveau Taipei allait construire un nouveau stade encore. Oui, un nouveau stade qui va être construit dans le Nouveau Taipei, le New Taipei Dome. C'est un projet qui a été annoncé il y a pas longtemps. très, ouais. très longtemps, Mhm. et qui aura une capacité de 50 000 personnes, Mhm. Waouh. avec une hauteur de 75 mètres. Donc ce sera encore plus grand, encore plus haut que le stade national. Voilà, donc on espère que c'est un projet qui se fera sans accroc, pas comme à Taipei, Oui, c'est vrai que le dernier avec le stade Taipei Dome. construit à Taipei, la construction a été suspendue pendant très longtemps en raison de questions de corruption. Ouais. Donc, et puis après, On du espère coup- que ça ne deviendra pas la future scandale. Oui. Donc à suivre en tout cas. Oui. Voilà. Bah, merci beaucoup pour la question de Monsieur Kumar. Et on termine encore avec une question de Jacques Augustin qui avait écouté la revue Asie-Pacifique sur les Ainu que tu avais faite et qui l'avait beaucoup intéressé. Merci. Et donc, Ça fait plaisir. ça lui avait fait penser à une question par rapport à Taïwan. Il demande si les minorités ethniques sont nombreuses à Taïwan et est-ce qu'elles ont adopté le modernisme. Donc une vaste question. Ah oui. Mais on va essayer de faire le point assez rapidement pour dire que officiellement, le gouvernement taïwanais reconnaît 16 ethnies à Taïwan, donc 16 ethnies autochtones. Mais ça a pris quand même beaucoup de temps. Puisque c'était des autochtones qui étaient considérés comme des sauvages à civiliser pendant l'époque de la colonisation japonaise et ensuite aussi pendant de longues années par le régime nationaliste. Et en fait, c'est qu'avec la démocratisation dans les années 1990 que la parole a commencé à se libérer et que le gouvernement a reconnu progressivement de plus en plus les différentes ethnies autochtones. Et donc, il y a un problème particulier aussi par rapport aux Pingpu. J'en avais un petit peu parlé dans les émissions sur les Carabous. Donc, les Pingpu, ce sont des ethnies autochtones qui ont eu énormément de contacts avec les Han, parce qu'ils étaient notamment dans des zones de plaine où il y avait plus de Han. Et donc, ils ont été sinisés beaucoup plus profondément que les autres. Et plus tôt. Et plus tôt, tout à fait. Et du coup, c'est pas facile pour les Pingpu de faire des demandes de reconnaissance officielle, parce que pour faire une demande de reconnaissance officielle, il faut faire tout un dossier qui doit prouver les spécificités culturelles. Donc prouver qu'on est vraiment différent des autres, etc. Donc c'est des problématiques qui animent les ethnies Pingpu.
Qu'on a des costumes particuliers, par exemple, ce genre de choses. Mais quand on se souvient plus exactement, voilà, des costumes. Mais voilà, je reviendrai à ça tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment la question des costumes qui fait que, voilà, on est une minorité ethnique? C'est une question aussi assez profonde, en fait. Tout à fait. Et donc, j'avais fait un décryptage récemment sur le livre Afrotopia de Felwine Sarr, qui est sénégalais. Et à cette occasion, j'avais interviewé une anthropologue taïwanaise à Taïwan qui travaille sur les autochtones. Et en fait, elle m'avait raconté que dans une université à Hualien, ils avaient fait une fête pour mettre en valeur les cultures autochtones, pour que tous les autres étudiants puissent mieux les connaître. Et donc, ils avaient demandé à tous les étudiants autochtones de venir en costume traditionnel ce jour-là. Et il y avait une étudiante qui n'avait pas voulu mettre un costume traditionnel. Et donc, la professeure lui avait demandé pourquoi. Et donc, cette étudiante lui a dit moi aussi, j'aime avoir un téléphone portable, le confort, la technologie. Et en fait, elle avait l'impression que à chaque fois qu'on voulait mettre en valeur les autochtones, on leur demande de mettre des costumes traditionnels ou de chanter ou de danser. Oui. Et du coup, en fait, ce qui est important pour elle, c'est pas les costumes forcément, mais c'est le fait que les autochtones puissent choisir pour eux-mêmes comment ils veulent vivre, pour aussi gérer les ressources, etc. Ce qui est une question épineuse à Taïwan. Mais il y a toujours cette tendance du gouvernement taïwanais et de beaucoup de monde à Taïwan en fait, quand on veut mettre en valeur les autochtones, c'est de leur demander de mettre leur costume et de chanter et danser. Voilà. Oui, de montrer les couleurs et tout ça, qui est un aspect important, mais peut-être... Au final, au fil du temps, ça peut être considéré comme un petit peu superficiel de que s'intéresser à ces questions-là, parce que de toute manière, les costumes, si on voit des photos anciennes, on voit bien qu'ils n'étaient pas tout le temps en costume. Souvent, c'était des habits un peu de tous les jours pour travailler la terre ou chasser. Enfin, les costumes, c'était souvent pour des occasions aussi. Oui, tout à fait. Puis du coup, ça les relègue un petit peu dans une culture ou des traditions qui sont figées, qui peuvent pas évoluer, alors qu'en fait, toutes les cultures évoluent. Donc voilà, c'est des questions qui sont importantes pour les autochtones, parce qu'il y a quand même énormément d'autochtones à Taïwan qui sont allés vivre en ville, ne serait-ce que pour trouver du travail, etc. Donc ils sont confrontés à la modernité. Donc voilà, il y a des questions générationnelles aussi. Donc j'ai pas de réponse unifiée à cette vaste question, mais c'est une question qui se pose beaucoup à Taïwan, en tout cas. C'est quelque chose qui transparaît aussi dans pas mal de nos émissions. Voilà. Merci à Jacques-Augustin. Merci beaucoup. Et c'est comme ça déjà qu'on va clore ce courrier des auditeurs qui vous était présenté par Lisa Dufaux et Sasa. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions. Nous vous souhaitons un bon week-end et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.